Bonjour. Alors, bonjour à tous. Vous m'entendez? J'ai l'impression que cette fois-ci, ça marche hyper bien aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. C'est miraculeux. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous vous êtes reposés un petit peu et que vous êtes prêts pour réattaquer ce deuxième tronçon du semestre. Donc nous, on va reprendre notre travail donc sur ce premier christianisme. Je vous rappelle que avant les vacances, donc on avait fini en fait toute la première partie de notre programme, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'Empire, à un moment où le christianisme est encore largement minoritaire, c'est-à-dire avant la conversion de Constantin, premier empereur romain à devenir chrétien. Donc aujourd'hui, on va travailler précisément sur Constantin. Et donc c'est une séance qui est exclusivement consacrée à ce personnage. Et on va s'arrêter sur cette conversion, sur cet empereur. Qui est-il? Comment prend-il le pouvoir? Et pourquoi est-ce une figure si essentielle de notre cours? Donc aujourd'hui, Constantin qui nous occupe pendant 3 heures, puisque vous avez vu qu'à partir d'aujourd'hui, on a des séances qui sont quand même plus raisonnables, et on n'a plus que 3 heures, et bientôt plus que 2. Voilà, ce qui me laisse le temps de faire 3 heures de cours de CAPES derrière, mais voilà, tout va bien. On est motivé et content d'être là. Et on boit du café. Alors... Donc aujourd'hui, on travaille sur Constantin et il s'agit vraiment d'un personnage essentiel puisque à l'échelle vraiment de l'histoire, il y a peu de personnages historiques qui soient si essentiels et qui incarnent à ce point un changement fondamental dans la société. Donc c'est vraiment une figure centrale de l'histoire ancienne de notre programme, mais de l'histoire de manière générale. Et c'est pour ça qu'on va s'arrêter un peu plus longuement sur ce personnage. Alors, on ne sait pas précisément quand il est né, mais la date la plus vraisemblable serait celle du 27 février 273. Et c'est sans doute la date la plus raisonnable, et c'est celle qu'on va retenir, donc une naissance en février 273. Constantin est le fils de Constance Chlore. Donc on reviendra sur ce personnage, mais vous vous rappelez, c'est l'un des membres de la deuxième tétrarchie. Donc il est le fils de Constance Chlore et sa mère s'appelle Hélène. Et elle va jouer aussi un rôle essentiel sous son règne. Hélène est d'une origine assez humble et présente la particularité d'être chrétienne. C'est un point central dans la question. On ne sait pas très bien si Constantin est né dans le cadre d'un mariage légal ou s'il s'agit plutôt d'un concubinage, auquel cas il serait un fils illégitime de Constance Chlore. Parce qu'il y a une telle différence sociale entre le père et la mère de Constantin qu'on n'est pas absolument certain qu'il s'agisse d'un mariage légal entre les deux personnages. De manière générale, après de longues hésitations de la critique historique, l'historien le plus célèbre qui a consacré des travaux à Constantin, qui est Timothy Barnes, et je vous ai mis ici la référence de son ouvrage majeur consacré à Constantin. Timothy Barnes considère aujourd'hui que Constantin est plutôt un fils légitime. Et Hélène serait donc d'une origine assez modeste et aurait été la fille d'un gestionnaire d'un relais de poste de la poste impériale, donc une sorte d'auberge officielle, si vous voulez. Donc elle viendrait d'un milieu plutôt commerçant, assez modeste. Et c'est peut-être à cette occasion que Constance Chlore aurait fait sa connaissance, puisque lui-même a gravi les échelons de l'Empire jusqu'à s'imposer comme préfet du prétoire.
et de devenir ensuite César, puis Auguste, dans le cadre de la tétrarchie. Et c'est sans doute dans le cadre de ces tournées à l'intérieur de l'Empire qu'il aurait été amené à rencontrer Hélène. Du coup, ça donne quand même un point important qui est qu'il s'agit probablement d'un mariage d'amour, né d'une vraie rencontre, ce qui est quand même suffisamment rare dans l'Antiquité pour être signalé. Il semble que Constantin ait été assez rapidement associé par son père au pouvoir et il accompagne rapidement son père dans ses campagnes. Alors, on va revenir un petit peu sur le contexte historique. Je rappelle qu'on est dans le contexte de la mise en place de la seconde tétrarchie, c'est-à-dire que les tenants de la première tétrarchie ont abdiqué en 305, comme c'est le fonctionnement normal, à l'issue de leurs 20 ans de règne, et donc les deux Augustes ont laissé la place à leurs deux Césars, à savoir Galère et Constance Chlore, qui deviennent Augustes et choisissent pour les seconder deux Césars, qui sont Maximin Daïa et Sévère. Il est intéressant de voir que dans la mise en place de cette seconde tétrarchie, on a un fonctionnement qui, pour l'instant, relève toujours du mécanisme normal de la tétrarchie, c'est-à-dire qu'on choisit la personne a priori la plus compétente. Et il n'y a pas de transmission dynastique. Donc le fils de Constance Chlore, Constantin, est exclu du système et n'est pas d'abord choisi par son père pour le seconder. Toutefois, rapidement, on voit un enrayement du système qui est notamment lié au fait que Constance Chlore fait venir son fils Constantin à ses côtés dans la partie de l'Empire dont il est responsable, c'est-à-dire les Gaules, les Hispanies et la Bretagne, ce qui est en jaune sur la carte. Voilà, donc c'est ce que j'étais en train de dire. Donc effectivement, ce système qui laisse de côté les fils de Maximin Daïa et de Constantin et de Constance Chlore, donc Maxence et Constantin, qui sont écartés du système. Toutefois, petit à petit, Constantin va s'imposer à l'intérieur de cette seconde tétrarchie, dans laquelle il n'était pas prévu, ce qui va conduire à un enrayement du système tétrarchique. Donc là, on va s'intéresser à la montée en puissance de Constantin. Comme je vous le disais, Constance Chlore, donc son père, est stationné dans la partie occidentale de l'Empire et il a établi sa capitale à ce moment-là en Bretagne, puisqu'il est engagé dans des campagnes contre les Pictes, qui sont un peuple saxon, installé en Bretagne, et il fait venir son fils courant 305 pour le rejoindre en Bretagne et l'aider dans ses campagnes contre les Pictes. Sur place, il meurt. Donc le 25 juillet 306, Constance Chlore meurt à York, donc en Angleterre, et à ce moment-là, ses troupes acclament son fils Constantin empereur. Donc il s'agit d'une acclamation qui est a priori illégale et qui concerne uniquement l'armée de Bretagne. Toutefois, face à la montée en puissance du personnage, en septembre 306, donc rapidement après, on va intégrer Constantin au sein de la tétrarchie. Et donc il est reconnu par Galère comme étant l'un des Césars. Et il devient le César de Sévère, qui, lui, est devenu Auguste. Puisque, je rappelle, que le système donc, prévoit que les Césars deviennent Augustes à la mort des Augustes. Donc Constance Chlore étant mort,
C'est son César Sévère qui devient Auguste et qui finit par accepter Constantin comme son César. D'accord ? Donc Constantin est associé au système. Il a pour territoire de contrôle celui qui était celui de son père, hein, c'est-à-dire l'Espagne, les Germanies, la Gaule et la Bretagne, et il installe sa capitale à Trèves, donc en Germanie. Et on voit là encore ce dont on a déjà parlé, c'est-à-dire la démultiplication des capitales impériales dans cette Antiquité tardive, où Rome n'est qu'un des centres de gouvernement parmi d'autres. Hein. Donc Constantin, devenu César de Sévère, implante sa capitale à Trèves. Or, le système se complique encore lorsqu'un nouveau personnage, un usurpateur, fait son apparition, qui s'appelle Maxence, et Maxence se présente en Italie pour récupérer le pouvoir. Il est donc acclamé Auguste, et il choisit Maximien comme César. Là, je vous ai mis un petit schéma récapitulatif. On est dans le contexte théorique de la troisième tétrarchie, c'est-à-dire Sévère et Auguste, et il a Constantin comme César, et de l'autre côté, Galère et Auguste, et à Maximin d'Aia comme César. Mais un usurpateur, Maxence, fait son apparition dans le système. Or, Maxence parvient à prendre le pouvoir face à Sévère, et en 307, il s'oppose donc à Sévère en Italie, et Sévère est tué dans l'affaire. Ce qui donne lieu à une reconfiguration, encore une fois, de la tétrarchie. Cette reconfiguration, on tente de la mettre en place lors de la conférence de Carnuntum. Donc c'est en Pannonie, hein, en Autriche actuelle. Et donc il s'agit d'une rencontre qui est organisée le 11 novembre 308 par Galère, qui convoque tous les personnages qui sont présents et qui sont en puissance à ce moment-là, à savoir Dioclétien, qui l'a rappelé de sa retraite, Maximien et Constantin. L'objectif étant de réorganiser le système tétrarchique et de résoudre le problème de l'usurpateur Maxence. À ce moment-là apparaît un nouveau personnage qui s'appelle Licinius et qui est nommé Auguste, d'abord pour l'Occident et ensuite pour l'Orient. Et il choisit comme adjoint, donc comme César, Constantin. Donc c'est ce que vous voyez après la conférence de Carnuntum, mise en place donc d'une quatrième tétrarchie, dont les Augustes sont Licinius, aidé par Constantin César, et Galère, aidé par Maximien d'Aia, son César. Et Maxence, l'usurpateur, est toujours en arrière-plan. Cette tentative donc, de réorganiser la tétrarchie est un échec. Généralement, on dit que la conférence de Carnuntum est une ultime tentative de replâtrage de la tétrarchie. C'est-à-dire qu'on essaye de boucher les trous, de combler les fissures, et d'essayer de sauver ce système qui, en fait, ne peut plus, à ce moment-là, être sauvé, et qui s'écroule dès 310, lorsque Maximien se suicide à Marseille, et qu'on voit donc la prédominance, désormais, de différents personnages, notamment après 311 et après la mort de Galère, lorsque l'Empire est désormais dirigé par 3 personnes, Constantin, Licinius
et Maximien Daïa. Vous noterez donc que ce système de la tétrarchie se dérègle, et se dérègle aussi parce que vous noterez que Licinus, qui apparaît dans l'équation, est devenu directement Auguste, sans même avoir été César. Ce qui montre qu'il y a déjà un dysfonctionnement au sein du système qui est normalement un système graduel. Donc le système dysfonctionne pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on fait intervenir des personnages qui ont un lien dynastique et familial avec d'autres membres de la tétrarchie, ce qui est anormal, ce qui n'était pas prévu. Ça dysfonctionne également parce que certaines personnes deviennent Augustes sans même être passées par la case César. Et ça dysfonctionne aussi parce qu'il y a de nombreux usurpateurs qui s'infiltrent au sein de ce système. Donc, oui. Donc, en 310, c'est ce que vous avez à l'écran, vous avez désormais que des Augustes. Et c'est là le problème. En 310, Licinus, Constantin, Galère et Maximien Daïa sont tous Augustes. Certains parce qu'ils ont bénéficié de la promotion normale, c'est-à-dire c'est le cas notamment de Constantin et de Maximien Daïa, qui étaient César et qui sont devenus Augustes. D'autres parce qu'ils se sont implantés dans le système sans même être passés par la case César, c'est le cas de Licinus. Et d'autres qui, comme Galère, étaient déjà Augustes et sont toujours en poste. Donc dans une tentative désespérée de réorganiser l'Empire et d'assurer sa stabilité et de faire face aux menaces internes qui sont celles des usurpateurs et notamment de Maxence, on essaye de donner un pouvoir égal à ces 4 personnages. Ce qui dérègle une fois de plus le système. Donc en 310, l'Empire est dirigé par 4 personnes, qui sont donc Licinus, Constantin, Galère et Maximin Daïa. Oui. À quel moment est-ce que Constantin devient Auguste ? Eh bien, il devient Auguste en 309, 310. Oui. Oui, c'est ça. Donc en 310, il n'y a plus que des Augustes. Il y en a 4, mais rapidement, il n'y en a plus que 3, parce que Maximien Daïa est éliminé. Donc ils ne sont plus que 3. Il ne reste que Licinus, Constantin et Galère. Et on va rester là-dessus pour l'instant. Alors, prenons les questions dans l'ordre. Oui. Non, Maximin Daïa, Maximin Daïa était le César de Galère, donc il était normalement associé au pouvoir. Mais la particularité, c'est que il est toujours, jusque-là, il est donc le César de l'Auguste Galère, mais après la conférence de Carnuntum et la tentative de réorganiser les choses, il devient Auguste, alors même que son Auguste, Galère, est toujours là. Donc les deux sont Augustes. Il n'y a plus de César. Oui. Maximien et Maximin Daïa, c'est pas les mêmes personnes. Maximin, c'est Maximin Daïa, c'est le même. Oui, Maximien, c'est pas les mêmes personnes. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous pose problème ? Si, c'est le même. C'est le même. C'est simplement que, effectivement, j'aurais dû garder une seule orthographe partout. C'est simplement que dans l'histoire, on le connaît comme Maximien, Maximin ou Maximin Daïa.
Oui. Oui. Non. Alors attendez, on reprend. Alors attendez, parce que du coup, ça m'embrouille moi aussi. Donc, on remonte en arrière, on reprend. Oui, non, pardon. Allô. Donc, on reprend. Maximien n'est pas le même que Maximin d'Aya. Maximien est celui de la première tétrarchie. Donc, là, on est au niveau de la seconde tétrarchie. Mais avant ça, Galère et Constance Chlore Galère et Constance Chlore, avant de devenir Auguste, ont été César. Ok, vous vous rappelez, c'est la première tétrarchie. Bon. Donc, sont dans la première tétrarchie les Augustes, qui sont Dioclétien et Maximien. Allô, on reprend, on se concentre. Première tétrarchie, mise en place par Dioclétien et Maximien, qui choisissent Galère et Constance Chlore comme César. En 305, après leurs 20 ans de règne, les Augustes abdiquent, c'est le fonctionnement normal, et donc ceux qui étaient Césars deviennent Augustes. Donc Galère et Constance Chlore. Ils se choisissent eux-mêmes des Césars, okay, qui sont Maximien d'Aya et Sévère. À ce moment-là, lorsqu'ils abdiquent, Dioclétien, enfin, ils abdiquent, mais ils ne sont pas morts, d'accord? Ils existent toujours. Donc, le point central, c'est que, en fait, on va les rappeler on va en rappeler certains au moment où les choses s'enrayent. On va faire revenir les premiers. Donc, on en est là, ok? En 305, Constance et Galère ont pour adjoint Sévère et Maximien d'Aya. Constance, c'est Constance Chlore, hein. Ça c'est clair pour tout le monde? Ok. Ensuite, Constance Chlore meurt. Donc il faut bien lui trouver un remplaçant, puisqu'il est mort. Son remplaçant, de manière logique, c'est celui qui était son César, donc Sévère, qui monte en grade. Il choisit comme César Constantin, le fils de Constance Chlore, ce qui est normalement interdit au sein de la tétrarchie, mais qui est une manière d'entériner un état de fait qui est que les troupes de Constance Chlore ont déjà choisi Constantin. Okay ? Et donc il représente une menace, puisqu'il a des troupes qu'il est suivi et qu'il a, dans les faits, remplacé son père. Hein. Donc, pour stabiliser et éviter que Constantin ne devienne un usurpateur, on l'intègre au système. Jusque-là, ça va. Ok. Donc là, on en est à la 3e tétrarchie.
apparaît dans le paysage un usurpateur, qui est Maxence. Maxence, qui présente la particularité d'être le fils de Maximien. Mais non, mais c'est pas... Allô, allô, allô. Ce qu'il faut comprendre, le point central de tout ça, c'est quoi? C'est que le fonctionnement de la tétrarchie ne prévoit pas d'intégrer les fils des gens qui sont au pouvoir. Ça n'est pas un fonctionnement dynastique. D'accord? Donc, Constantin et Maxence, qui sont les fils de Maximien et de Constance Chlore, en tant que fils de gens qui ont été Auguste et César, sont éliminés normalement du système. Par la force des choses, Constantin se trouve intégré au système. Donc Maxence se demande pourquoi lui ne devrait pas aussi être intégré au système. Ok ? Donc, il décide de se faire acclamer par ses troupes à Rome, et il se présente donc comme un nouvel Auguste, mais qui n'a aucune légitimité, d'accord ? Qui n'est pas reconnu au sein du système tétrarchique. Il est périphérique, si vous voulez. A priori, c'est clair sur le schéma, là. Je ne sais pas comment faire plus clair. Oui. Non. Il a choisi personne. Il s'est fait acclamer Auguste, il est Auguste, et il n'a pas de César. Il n'est pas dans le système tétrarchique. C'est pas un système à deux niveaux. Il s'est fait acclamer empereur dans son coin, c'est tout. Donc on en est là. On est donc, allô, on se concentre, on est donc en 307, à ce moment-là, face à la menace que représente Maxence. On décide de se réunir à Carnuntum en 308 pour faire le point et pour essayer de stabiliser les choses. C'est Galère qui convoque plusieurs personnes pour faire le point sur la situation. À Carnuntum, il convoque Dioclétien, qu'il rappelle donc de sa retraite, pour qu'il vienne parlementer et en gros donner son expertise sur la situation, si vous voulez. Il fait donc venir Dioclétien, Maximien et Constantin. Donc il a rappelé les deux premiers Augustes de la première tétrarchie, et il a appelé celui qui paraît être en position dominante, à savoir Constantin. Ok ? Ça va jusque-là ? Là, on est à Carnuntum. Sévère, puisque je rappelle qu'on en était là, Sévère est donc l'Auguste, tout va bien jusque-là. Sévère est parti se battre contre Maxence, l'usurpateur, en Italie. Or, il est tué dans l'affaire en 307. Okay ? Donc, il y a un trou dans le tableau. Okay ? Il faut donc combler ce trou et trouver un nouvel Auguste pour remplacer Sévère. La théorie, c'est quoi ? Qui aurait dû devenir Auguste ? Constantin, ok. Mais, on choisit, Galère choisit un de ses compagnons d'armes, Licinius, pour remplacer Sévère. Et donc Licinius devient Auguste sans être passé par la case César. Et Constantin reste César. Ça va jusque-là ?
Donc là, on a simplement Sévère qui était remplacé par Licinius. Okay, on en est là. En 311, Galère meurt. Oui, il y a une petite étape, 309-311, où tout le monde est Auguste. Okay, c'est une sorte de, là, pour le coup, cette fois-ci, c'est une sorte de partage de l'Empire. D'accord ? Ils règnent à égalité, tous les quatre. Mais, là encore, le système se détraque parce que Galère meurt. Donc il ne reste que 3 personnages, qui sont Constantin, Licinius et Maximin d'Aia. Et toujours l'usurpateur Maxence, qui se promène en arrière-plan. Oui. Maxence, il est en Italie. On reprend la carte. On peut même prendre celle-là. En fait, Maxence circule en Italie et à partir de la mort de Sévère, puisqu'il a tué Sévère, qui avait le territoire italien, il va s'implanter d'autant plus en Italie. Ça va ? Oui. Licinius est en Orient. Non. Vous m'embrouillez aussi maintenant. Licinius est dans les territoires au niveau des Balkans. Territoire orange. Ok. Territoire blanc, jaune très clair, c'est Constantin. D'accord, ça c'est facile, c'est la zone la plus occidentale. L'Italie et l'Afrique, comme vous le voyez, qui sont en jaune, disons jaune clair, c'est le territoire de Sévère / usurpateur Maxence. Ok. La partie la plus au nord et la partie centrale de l'Empire en orange foncé, c'est Licinius. Et la partie la plus importante, la partie rouge, c'est-à-dire tout l'Orient, c'est donc le territoire de Galère et ensuite de Maximin d'Aia. Ça va ? Ok. Donc, là, on en arrive à un événement essentiel dans l'ascension de Constantin, qui se passe en 310. Ok ? C'est pour ça que je vous expliquais tout ça. Donc on est en 310, c'est-à-dire à un moment où Constantin est l'un des Augustes qui dirigent l'Empire. Que se passe-t-il ? En 310, Constantin mène des combats contre Maximien, qui a été rappelé de sa retraite, qui a essayé de revenir en force en Gaule. Or, la Gaule fait partie des territoires contrôlés par Constantin. Il y a donc des affrontements en Gaule entre Constantin et Maximien. C'est à cette occasion que Maximien, à la suite d'une défaite, se suicide en 310 à Marseille. Okay ?
Donc, Constantin est, disons, vers Marseille, à la suite de cette bataille, et il rentre dans sa capitale, qui est à Trèves, donc en Allemagne. Okay. Pour ça, il remonte vers le nord, vous aurez compris, et sur son chemin, il s'arrête dans les Vosges, dans un sanctuaire, qui est un sanctuaire consacré à Apollon, qui se trouve à Grand. C'est un point essentiel. Donc il passe par ce sanctuaire d'Apollon, et là, il aurait eu une sorte de vision dans le sanctuaire, et Apollon lui serait apparu. Cette vision nous est racontée d'abord par un texte qu'on appelle le Panégyrique de Trèves, c'est-à-dire un discours d'éloge rédigé par un poète établi à la cour de Constantin à Trèves. Ça n'est donc pas du tout une source objective, c'est une source de propagande qui émane d'un proche de la cour impériale de Constantin, okay, qui nous raconte cette vision, cette rencontre entre Apollon et Constantin au sanctuaire de Grand. On va s'arrêter un instant sur ce texte, et c'est un point central puisque Constantin va avoir plusieurs visions dans sa vie. D'accord ? La première vision, c'est donc celle-ci, c'est une vision païenne. Okay, c'est une vision où il rencontre un dieu païen qui est Apollon. Alors, donc, rencontre avec Apollon au sanctuaire de Grand. La fortune elle-même réglait toutes choses de telle façon que l'heureuse issue de tes affaires t'avertit de porter aux dieux immortels les offrandes que tu leur avais promises, et que la nouvelle t'en parvint à l'endroit où tu venais de t'écarter de la route pour te rendre au plus beau temple du monde, et même auprès du Dieu qui y habite, comme tu l'as vu. Car tu as vu, je crois, Constantin, ton Apollon, accompagné de la victoire, t'offrir des couronnes de laurier, dont chacune t'apporte le présage de 30 années. C'est avec raison que tu as honoré ces temples augustes de dotations si riches qu'ils ne regrettent plus les anciennes offrandes, et que tous les temples déjà semblent t'appeler de leurs vœux, en particulier celui de notre Apollon. Dieux immortels, quand nous accorderez-vous ce jour où cette divinité si présente, après avoir partout établi la paix, viendra là-bas aussi visiter les bois sacrés d'Apollon, son temple vénéré, et les bouches fumantes de ses fontaines. Tu admireras sûrement là-bas aussi le sanctuaire de ta divinité. Là encore, tu feras des présents, tu établiras des privilèges, bref, tu rendras son prestige à ma patrie en multipliant les marques de vénération pour le lieu même, afin que chez elle également les édifices publics et les temples des plus magnifiques se reconstruisent grâce à ta générosité. C'est ainsi que je vois ici une cité fortunée, cette cité dont ta piété célèbre aujourd'hui le jour anniversaire, se relever, puisqu'elle est agrandie par tes bienfaits. Les régions, en effet, que ta puissance divine visite le plus fréquemment voient partout se multiplier la population, les villes, les faveurs. La terre n'a pas, sous la couche de Jupiter et de Junon, fait naître plus de fleurs nouvelles que tu ne fais, Constantin, surgir sur tes pas, de villes et de temples. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'un discours d'éloge qui a été donc rédigé à Trèves et qui fait partie des panégyriques récités lors de la célébration du Dies Natalis de Trèves. Donc le Dies Natalis, c'est le jour de naissance, donc littéralement c'est l'anniversaire. C'est un événement qu'on célèbre, qui donne lieu à des rites, et on célèbre les jours de naissance, les anniversaires de toutes sortes de choses. Bon, bien sûr des personnes, mais aussi des temples, des villes, et donc il s'agit d'une cérémonie qui est organisée pour célébrer la fondation de Trèves, qui donne lieu à de grandes fêtes et qui donne lieu à des discours, dont celui-ci est un exemple. Dans ce texte, vous notez que l'orateur souligne la relation de Constantin avec plusieurs divinités
qui se traduit par la visite de l'empereur au temple d'Apollon. On note ici donc le motif littéraire d'abord, mais de la rencontre entre l'empereur et le dieu. Et ça, c'est un motif qui est habituel. Vous vous rappelez peut-être que dans le cadre de la première tétrarchie, il y avait un fondement religieux de ce système, à savoir qu'il y avait une association entre Jupiter et Dioclétien et une association entre Hercule et Maximien. D'accord ? Donc que chaque Auguste avait une divinité privilégiée. On avait aussi évoqué le cas de l'empereur Aurélien qui avait une dévotion particulière pour Sol Invictus, d'accord, le dieu soleil. Donc ici, d'abord, on s'inscrit dans un cadre assez habituel de mise en avant des liens spécifiques entre un empereur et une divinité. Ici, donc, Constantin et Apollon. Le choix d'Apollon, il est significatif, d'accord ? Il renvoie, en fait, à plusieurs choses. D'abord, Apollon est une divinité souvent privilégiée par des empereurs romains, et surtout privilégié par le premier des empereurs, c'est-à-dire Auguste, qui se présente systématiquement en association avec Apollon. Donc choisir Apollon pour un empereur, c'est jamais anodin, et ça fait d'abord référence au modèle augustéen. Par ailleurs, vous savez sans doute que Apollon est une divinité solaire. D'accord ? C'est une divinité de la lumière, étroitement associée au soleil. Et donc choisir Apollon, ça induit aussi une possible association au soleil et à Sol Invictus, grande divinité de l'Antiquité tardive. Par ailleurs, le texte mentionne le fait que Apollon était accompagné de la victoire et offrait à Constantin des couronnes de laurier dont chacune apporte le présage de 30 années. Donc Apollon et la victoire portent 3 couronnes qui représentent un pouvoir de 30 ans et qui, là encore, favorisent un rapprochement entre Constantin et Auguste, puisque Auguste est le seul empereur à avoir régné environ 30 ans. Ou même plus de 30 ans, à vrai dire. Vous noterez aussi qu'il n'y a pas uniquement une association de Constantin à la divinité, mais l'idée même que Constantin est lui-même une divinité, puisque on l'appelle Dieu, divinité très présent, Dieu très présent. Il est donc lui aussi une divinité, et vous voyez à la fin qu'on nomme la capacité d'action de l'empereur noumène, ta puissance divine. Donc on met en avant la capacité de l'empereur, notamment à restaurer des temples, à restaurer des villes, c'est ce qui est mis en avant ici, donc à favoriser le développement urbanistique, et je vous rappelle qu'on est dans le cadre de la célébration de la naissance d'une ville, c'est le Dies Natalis de Trêves, et dans ce cadre, l'empereur est présenté comme lui aussi une puissance agissante, un noumène, capable d'intervenir dans l'urbanisme et dans les temples de la région. Vous noterez aussi qu'à la fin du discours, l'orateur s'adresse directement à l'empereur et lui demande d'agir dans sa propre ville. Il dit « Tu rendras son prestige à ma patrie, afin que chez elle également les édifices publics et les temples les plus magnifiques se reconstruisent grâce à ta générosité. » C'est donc un appel direct à la générosité de l'empereur qui est censé prendre en charge une partie des travaux et d'aménagement de l'Empire. Donc cette célébration de Constantin et son association à la figure donc d'Apollon et de Sol Invictus,
s'articule en fait autour de vertus qui sont caractéristiques du bon empereur, à savoir la liberalitas et la pietas. Donc le bon empereur est un empereur qui fait preuve de liberalitas, c'est-à-dire de libéralité au pluriel, de générosité. Et donc c'est un empereur qui accorde ses dons, dans ce cas à la ville de Trèves. Et c'est aussi un bon empereur qui fait preuve de pietas, c'est-à-dire qu'il est bienveillant, bien intentionné envers les dieux. Et vous voyez que les deux vont intimement ensemble. C'est en faisant preuve de liberalitas à l'égard des temples que l'empereur manifeste sa pietas. Il y a un lien intrinsèque entre les deux. Ça fait donc partie des devoirs de l'empereur que de s'assurer du bon fonctionnement de l'Empire et de s'assurer de la bonne marche des infrastructures. Et il fait donc partie des devoirs de l'empereur de financer une partie de l'activité publique. L'association avec Apollon, comme je le disais, elle traduit aussi une association avec Sol Invictus. Et là, le lien avec le soleil permet de lier Constantin à d'autres empereurs. Donc il y a non seulement un lien qui est créé avec Auguste, mais il y a aussi un lien qui est créé avec d'autres personnages, notamment l'empereur Claude II le Gothique, donc un des empereurs de la fameuse crise du IIIe siècle, dont Constantin prétend descendre, propose de se raccrocher à ce personnage, ou même son père Constance Chlore, qui avait une dévotion particulière pour Sol Invictus. Je vous ai mis ici à l'écran des monnaies donc de ces deux empereurs, de Claude II le Gothique et de Constance Chlore, qui exaltent cette dévotion particulière pour Sol Invictus. Alors, comment est-ce que cette dévotion est exaltée ? En fait, elle est manifeste des deux côtés de la monnaie, à la fois au droit et au revers. On a le choix d'une iconographie qui favorise le rapprochement avec Sol. Alors, quels sont les éléments qui vous paraissent favoriser un rapprochement avec Sol ? Dans le portrait que vous avez au droit, quels sont les éléments qui favorisent le rapprochement avec Sol ? Oui. Oui. Les empereurs, et c'est une nouveauté dans l'iconographie impériale, portent de manière beaucoup plus systématique dans l'Antiquité tardive ce qu'on appelle la couronne radiée, c'est-à-dire une couronne avec des rayons. Vous avez tous déjà vu des représentations d'empereurs romains. Les empereurs des siècles précédents, lorsqu'ils sont couronnés, portent généralement des couronnes de laurier. D'accord ? La couronne radiée est une couronne qui apparaît courant du début du IIIe siècle, mais qui est surtout très en usage dans l'Antiquité tardive, à un moment où les empereurs mettent en avant leur lien avec Sol Invictus. Vous noterez que au revers, vous avez la représentation du dieu Sol, qui porte lui aussi une couronne radiée, qui montre bien sûr l'association étroite entre la figure impériale et la figure du dieu, et qui est représenté levant un bras et tenant dans l'autre main un globe. D'accord ? Donc un globe terrestre qui marque cette domination sur le monde. Donc, le choix de Sol Invictus, il est essentiel parce qu'il traduit une vision presque cosmique du pouvoir. D'accord ? L'idée, pour un empereur qui s'associe à Sol Invictus, c'est de présenter son pouvoir comme un pouvoir presque universel qui a vocation à éclairer tout l'Empire.
Donc Constantin aussi va faire frapper des monnaies qui mettent en avant sa prédilection pour Sol, mais qui se garde toutefois de s'associer personnellement aux dieux. Vous noterez que précisément Constantin ne porte pas la couronne radiée, mais qu'il porte au contraire une couronne de laurier, qui est une représentation plus traditionnelle pour un empereur. Donc ici, cette monnaie, elle vous montre l'ambivalence de Constantin dans les premières années de sa montée vers le pouvoir, à un moment où il essaye à la fois de jouer sur une image traditionnelle, qui est celle d'un rapprochement avec Auguste, et là le choix il est explicite dans la rencontre avec Apollon. Le fait de rencontrer Apollon, qui est la divinité protectrice d'Auguste par excellence, qui lui annonce un règne aussi long que celui d'Auguste, et le choix de se faire représenter sans la couronne radiée, c'est-à-dire pas en Sol Invictus, rappelle étroitement ce lien avec Auguste, alors que le revers, lui, fait apparaître le dieu Soleil, et, si vous voulez, multiplie donc les références. Donc on est à un moment où Constantin se présente non pas comme un double de Sol Invictus, mais plutôt comme un associé du Soleil. Et c'est d'ailleurs la légende qui apparaît au revers de cette monnaie, puisque la légende indique Soli Invicto Comiti, c'est-à-dire littéralement le compagnon, le comès, c'est-à-dire l'associé, le partenaire de Sol Invictus. Donc une volonté de rapprochement sans assimilation. Donc on en est là, en 310, Constantin rencontre Apollon, qui lui promet un destin extraordinaire et 30 ans de règne. Alors, comment Constantin parvient-il à prendre définitivement le pouvoir ? Puisque vous vous rappelez que pour l'instant, c'est toujours plus ou moins la tétrarchie, une tétrarchie qui commence à se dérégler, mais Constantin n'est pas le seul maître à bord. D'accord ? Donc il faut d'abord qu'il élimine ses concurrents pour pouvoir être le seul maître de l'Empire. Je rappelle aussi que rapidement, il n'y a plus que 3 personnages en lice. Constantin, Licinius et Maximin Daïa. Donc les choses se jouent entre eux 3. Et Maxence, usurpateur, toujours en périphérie. On observe rapidement 2 alliances qui vont créer 2 pôles au sein de l'Empire. Constantin et Licinius vont s'allier, pendant que Maximin Daïa va prendre le parti de Maxence. Donc vous allez avoir d'un côté une alliance entre Constantin et Licinius, et de l'autre Maximin Daïa qui s'est allié avec l'usurpateur Maxence. En 312, Constantin décide de traverser les Alpes et de descendre en Italie pour s'opposer à Maxence et à Maximin Daïa. Et là a lieu l'affrontement central qui va donner lieu à une seconde vision de Constantin, qui est l'événement qui se produit donc le 28 octobre 312, qui est la bataille du pont Milvius. Donc je rappelle que le pont Milvius est un pont du Tibre, donc à Rome, on est à la sortie de Rome, donc on est vraiment au cœur de l'Italie. Et cette bataille voit l'affrontement de Constantin et Maxence, et la mort de Maxence. Donc désormais, il n'y a plus d'usurpateur. Okay ?
Ça ne veut pas dire que Constantin est le seul au pouvoir. Il a toujours un collègue Licinius et Maximin d'Aia qui se promènent aussi dans tout ça. D'accord ? Mais l'usurpateur est éliminé. Or, lors de cette bataille du pont Milvius, Constantin aurait eu une apparition et le Christ lui serait apparu et l'aurait aidé à remporter la victoire. C'est donc l'événement qui est présenté comme fondateur pour la bascule de Constantin vers le christianisme. D'accord ? C'est l'événement central. Cette bataille du pont Milvius, elle est connue par des sources variées, mais le problème dans tout ça, c'est que les sources sont majoritairement chrétiennes, même exclusivement, à vrai dire. Puisque vous imaginez bien que les auteurs chrétiens se sont précipités sur les anecdotes qui concerneraient un empereur romain voyant une apparition du Christ. D'accord ? Ce qui constitue évidemment un point de bascule central mis en avant par les commentateurs chrétiens. Il existe donc plusieurs sources, dont les plus importantes sont d'abord Lactance, dont on a déjà parlé, qui est l'auteur d'un traité qui s'appelle « De la mort des persécuteurs », donc ardent défenseur du christianisme, hein, et qui en plus n'est pas vraiment neutre, puisqu'il s'avère être le précepteur de Crispus, qui est l'un des fils de Constantin. D'accord ? Donc il fait partie de la cour et il est un proche du pouvoir. Autre proche du pouvoir, Eusèbe de Césarée, qui va rédiger une vie de Constantin, qui est donc une sorte de biographie à la gloire de l'empereur, et dont l'objectif est de mettre en avant tous les éléments qui font de Constantin un empereur chrétien. Et enfin, on a un recueil de sources qu'on appelle généralement les panégyriques latins, qui sont un ensemble de discours composés à la cour de Constantin et dans diverses cours impériales, dont plusieurs portent sur cet épisode du pont Milvius. Alors, que se passe-t-il ? Constantin aurait vu, la veille de la bataille, apparaître un signe qui lui serait apparu en songe, donc dans un rêve, la nuit précédant la bataille, et il aurait vu apparaître ce qu'on appelle le chrisme. Le chrisme, c'est le monogramme du Christ. Le chrisme, ça ressemble à ça. Okay. C'est donc un symbole qui est un monogramme, c'est-à-dire un symbole formé avec les initiales. Il est formé de 2 lettres grecques qui sont le chi et le rho, c'est-à-dire un X et un R. Okay. Le chi et le rho forment les premières lettres du nom du Christ, en grec, Christos. Okay. Donc c'est l'initiale du Christ. Donc le chrisme, c'est ce monogramme du Christ, et donc c'est l'un des emblèmes du premier christianisme. Je rappelle que le premier christianisme, qui s'implante dans les fondements du judaïsme, pose la question à l'origine de la représentation. D'accord ? En s'inscrivant dans le judaïsme, qui est une religion aniconique, c'est-à-dire qui ne représente pas l'image de Dieu, on pose la question, dans les premiers temps, de savoir si on peut représenter Dieu ou pas. Dans les premiers temps, il y a donc un flottement entre des représentations directes et des représentations détournées, symboliques, notamment celle du chrisme, okay, qui est une des plus utilisées. Donc Constantin aurait eu une vision où il aurait vu ce signe lui apparaître et il aurait décidé de faire peindre le chrisme sur des étendards de son armée.
Il aurait donc remporté la victoire, enfin il a donc remporté la victoire, et il aurait, suite à cette victoire, décidé de se convertir. Donc généralement, les sources chrétiennes présentent l'épisode du pont Milvius comme le moment de la conversion de Constantin. Nous, notre question en tant qu'historien, c'est de savoir si Constantin s'est vraiment converti à ce moment, et ce qui relève de la part de légende ou de construction de la légende de Constantin par des sources chrétiennes, et ce qui relève de la réalité. Je vous le dis tout de suite, Constantin ne s'est pas converti au pont Milvius. Okay, il n'est pas devenu chrétien en 312, mais en fait, c'est plutôt un processus en cours qui montre en tout cas un moment de bascule important dans la vie de Constantin. Je rappelle aussi que Constantin n'est pas étranger au christianisme, puisque sa mère Hélène était chrétienne. Donc il était déjà quand même sensibilisé à la question. Alors, donc, récit de la bataille du pont Milvius par Eusèbe de Césarée. Aux heures d'après-midi, le soleil penchant vers le couchant, il vit de ses yeux, affirme-t-il, le trophée de la croix formé de lumière dans le ciel, superposé au soleil, avec cette inscription « Par ce signe, tu vaincras ». Et à cette vue, lui-même et tous les soldats qui le suivaient, faisant je ne sais quelle marche et qui étaient spectateurs du miracle, furent frappés d'une vive stupéfaction. Cependant, lui-même, disait-il, se mit à demander en son âme ce que lui voulait cette apparition. Alors qu'il réfléchissait et roulait en lui-même beaucoup de pensées, la nuit cependant survint. Or, alors le Christ, Fils de Dieu, lui apparut dans son sommeil avec ce signe qui lui avait été montré dans le ciel, et lui ordonna de faire fabriquer un étendard militaire à la ressemblance de celui qu'il avait vu dans le ciel, puis de s'en servir dans les combats comme d'une protection salutaire. C'est ce récit d'Eusèbe de Césarée qui a inspiré des représentations du type de celles que vous voyez à l'écran, où vous voyez donc une illustration des homélies de Grégoire de Nazianze, qui, au IXe siècle, donc, représente cet épisode de la dite conversion de Constantin, avec les différentes étapes du récit. Vous voyez en partie supérieure Constantin, allongé sur son lit, donc il est en train de dormir, faisant un songe, et donc décidant de faire frapper, le songe avant la bataille, pardon. Vous avez ensuite la deuxième étape, c'est la bataille du pont Milvius. Donc là, vu le petit pont en plein milieu, vous aurez compris qu'il s'agit du pont Milvius, d'accord ? Bon, on dirait plutôt un petit pont au-dessus d'une rivière que le glorieux pont Milvius au-dessus du Tibre, mais c'est symbolique. Vous voyez Constantin sur son cheval et vous voyez la croix qui lui apparaît dans le ciel. Vous ne voyez pas du tout. Là, vous le voyez. Donc, Constantin sur son cheval, avec la vision de la croix. Et enfin, un troisième épisode, dont on parlera un petit peu plus tard, puisque, après la conversion de Constantin, sa mère Hélène a décidé d'organiser un grand pèlerinage et des recherches à Jérusalem pour retrouver la vraie croix, c'est-à-dire celle sur laquelle Jésus avait été crucifié. Et elle a donc fait faire des fouilles et engagé de grandes recherches pour retrouver ce qu'on appelle les reliques de la Passion, c'est-à-dire tous les éléments liés à la Passion, à la condamnation du Christ. Et notamment la vraie croix, l'idée étant que son fils avait donc vu symboliquement cette croix, s'était converti et qu'il fallait désormais que la vraie croix soit là pour appuyer son pouvoir et pour appuyer cette diffusion du christianisme. Donc Constantin et sa mère Hélène sont vraiment des figures centrales dans la construction du christianisme antique. Je vous montre aussi le récit qui est fait de l'épisode par Lactance, qui est plus détaillé,
Donc, qui nous dit « La guerre civile était allumée entre Maxence et Constantin. Maxence demeurait à Rome, l'oracle lui ayant prédit sa ruine s'il en sortait. Mais il faisait la guerre par ses lieutenants. Ses forces étaient plus grandes que celles de ses ennemis, car outre la vieille armée de Maximien qu'il avait débauchée du service de Sévère, la sienne était encore venue le rejoindre. On en vint souvent aux mains, et le parti de Maxence avait presque toujours l'avantage. Mais Constantin, résolu à tout ce qui pouvait arriver, s'approcha de Rome et campa au pont de Milvius. C'était le 27e jour du mois d'octobre, jour auquel Maxence avait pris la pourpre et où se terminaient les quinquennales. Constantin, averti en songe de faire peindre sur les boucliers de ses soldats le signe adorable de la croix et d'engager ensuite le combat, obéit et fit peindre sur ses boucliers un X, un qui, avec un accent circonflexe qui signifie Jésus-Christ. Ces troupes fortifiées de cette armure céleste se préparèrent à la bataille. L'armée ennemie, en l'absence de son empereur, passe le pont. On se choque avec une égale vigueur de part et d'autre. Cependant, le peuple de Rome s'émeut et reproche à Maxence qu'il trahit la cause publique. Épouvanté de ce murmure, il appelle quelques sénateurs et en consulte le livre des Sibylles. On y trouve que ce même jour, l'ennemi du peuple romain devait périr. Il interprète l'oracle à son avantage. Et certain de la victoire, il court au combat. Il fait rompre le pont après lui, afin que la nécessité de vaincre donnât plus de courage à son armée. Après quoi le combat se réchauffe. Mais Dieu favorisait Constantin, ses ennemis s'effraient. Maxence veut se sauver, le pont rompu est un obstacle à sa fuite. Emporté par la multitude des fuyards, il est précipité dans le Tibre. Après une si importante victoire, Constantin est reçu dans Rome avec l'applaudissement du Sénat et du peuple. Donc ici, vous notez un texte assez détaillé qui nous raconte cette bataille du pont Milvius. Et vous notez aussi que Lactance, chrétien convaincu, joue aussi sur la religion païenne. Vous noterez qu'il parle de la consultation des livres sibyllins, donc de la mise en place de rites destinés à affronter le problème de l'imminence de cette bataille. Et il interprète mal les signes, puisque la consultation des livres sibyllins lui indique que l'ennemi de Rome va mourir. Et il comprend que Constantin va mourir. Qu'évidemment, le sous-entendu, c'est que c'est lui, l'ennemi de Rome. Donc ici, on a aussi un double jeu qui met en avant le fait que même les dieux païens étaient en faveur de Constantin. C'est ça la conclusion. Et donc un moment de bascule dans cette religiosité de l'Antiquité tardive, où on voit une forme de coexistence entre des dieux païens et le dieu unique de Constantin, qui s'associent, ou qui en tout cas vont dans le même sens, qui est celui de la victoire de Constantin. Alors, on fait 5 minutes de pause, et on reprend à moins le quart.
Alors, on reprend. Donc, comme je vous le disais, la bataille du pont Milvius constitue un événement central, mais on ne peut pas non plus en déduire que Constantin s'est converti en 312. Il y a de nombreux questionnements historiques à ce sujet, mais on note plusieurs éléments de réponse. D'abord, il est vrai que, à partir de 312, Constantin va prendre de plus en plus de mesures favorables aux chrétiens. D'accord ? Donc il est réel que Constantin, la position de Constantin va évoluer en faveur du christianisme après cet épisode. On sait aussi que Constantin va mettre en avant cette victoire du pont Milvius comme un élément essentiel de sa marche vers le pouvoir et comme une victoire favorisée par une nouvelle divinité. Donc il va mettre en avant la présence de cette nouvelle puissance divine. En revanche, on sait que Constantin n'a été baptisé qu'en 337 sur son lit de mort. D'accord ? Donc il n'a pas reçu un baptême en grande pompe au milieu de la cour impériale. Hein. Il a été baptisé en toute discrétion en 337 sur son lit de mort. Donc si on considère que c'est le baptême qui témoigne de la conversion, dans ce cas-là, la conversion, elle est très tardive. Mais on sait aussi, on en a parlé en TD, que pour être baptisé, il faut suivre un enseignement, une phase de catéchuménat qui est parfois très longue et qui montre qu'on est déjà chrétien. Sans être un membre officiel de la communauté, puisqu'on n'a pas reçu le baptême, on est déjà chrétien. Donc si on considère que c'est le baptême qui marque la conversion, dans ce cas-là, Constantin s'est converti sur son lit de mort. Si on considère que le baptême est l'aboutissement du chemin de conversion, dans ce cas-là, on peut penser qu'en effet, ce chemin débute en 312, après la victoire du pont Milvius. En tout cas, comme je vous le disais, Constantin va petit à petit mettre en avant cette nouvelle religion dans son discours officiel, ce qu'on pourrait qualifier de manière rapide de propagande impériale, si vous voulez. Alors, je précise que dans l'Antiquité, il n'y a pas de propagande à proprement parler, au sens où elle n'est pas conçue comme ça, il n'y a pas d'organisme de propagande, mais il y a en effet une idéologie officielle qui est diffusée de manière officielle et organisée, et qui se diffuse principalement par les monuments et par les inscriptions, qui sont toujours des éléments révélateurs. On s'arrête donc ici sur un monument très intéressant, érigé à Rome en 315, donc vraiment au lendemain de la bataille du pont Milvius, qui est le fameux arc de Constantin, qui, si vous êtes déjà allé à Rome, est celui qui est devant le Colisée. Donc, l'arc de Constantin est un monument très intéressant. Comme vous le voyez, c'est un arc à 3 baies, donc il y a 3 arches, hein. Et c'est un monument qui présente la particularité d'être tout à fait composite. C'est-à-dire qu'il est formé d'éléments provenant de différentes époques. C'est une sorte de patchwork de l'art romain, puisque Constantin a récupéré des reliefs, des médaillons, différents éléments décoratifs qui proviennent du règne d'autres empereurs, et principalement, en fait exclusivement, d'empereurs antonins. Donc l'arc dit de Constantin regroupe en fait des décors qui viennent des règnes de Trajan, d'Adrien, de Marc Aurèle et des ajouts faits par Constantin et d'une composition qui est faite en effet à l'époque de Constantin. C'est un monument très intéressant. Si vous faites de l'histoire de l'art du monde romain, c'est un monument très utile parce que vous pouvez faire un siècle et demi ou 2 siècles d'histoire de l'art en un monument et suivre les évolutions stylistiques et iconographiques. Et c'est un monument qui vous montre aussi la volonté de Constantin de s'inscrire dans la continuité des empereurs du Haut Empire. On a vu sa volonté de marquer sa filiation avec Auguste, mais vous voyez ici sa volonté de marquer une filiation avec les empereurs antonins.
et avec des empereurs qui ne sont pas n'importe lesquels, puisque Trajan est celui qui, dans l'histoire, est appelé Optimus Princeps, c'est-à-dire le meilleur des princes. Trajan, donc, mais déjà de son règne, de son vivant, a cette image de bon empereur et l'idée qu'il est le meilleur empereur, puisque le règne des Antonins voit l'avènement d'un nouveau système de gouvernement où le pouvoir ne se transmet plus de manière dynastique, mais par un système, disons, méritocratique, où on choisit le candidat le plus capable. Bon, après on va voir un retour d'un système dynastique, puisqu'à chaque fois qu'on essaye de faire les choses autrement, ça finit par s'enrayer, mais sous les premiers Antonins, que sont donc Trajan et Hadrien et Marc Aurèle, il y a vraiment cette volonté de choisir l'empereur le plus capable. C'est donc des empereurs qui bénéficient d'une image extrêmement positive. C'est aussi le moment de l'apogée de l'extension de l'Empire, l'extension maximale de l'Empire. Et donc le choix de cette référence iconographique par Constantin n'est pas du tout anodin. Toutefois, ce qui m'intéresse en particulier, c'est l'inscription qui est gravée sur la partie centrale de l'arc. Donc ici, vous avez au centre de l'arc une grande inscription de dédicace qui indique « À l'empereur César Flavius Constantin le Très-Grand, pieux, heureux, auguste, le Sénat et le peuple romain dédient cet arc, signe de triomphe, parce que, inspiré par la divinité et la grandeur d'esprit, avec son armée et ses armes justes, il a vengé la République en seule foi du tyran et de sa faction tout entière. » C'est un point essentiel et un moment d'évolution très importante dans l'acceptation du christianisme au sein de l'Empire. Vous voyez ici une volonté de conciliation et d'équilibre entre le paganisme et le christianisme naissant. En effet, on indique que Constantin, qui est présenté de manière tout à fait canonique avec ses titres habituels d'empereur romain, donc il est dit imperator, empereur, Caesar, César, il s'appelle Flavius Constantinus, c'est-à-dire qu'on le rattache à la dynastie des Flaviens, et il est dit très grand, pieux, heureux, auguste, et il porte donc tous les titres qui sont les titres habituels de l'empereur romain. La dédicace est faite par le Sénat et le peuple romain, et là encore, on est dans un type très habituel de célébration d'une victoire impériale. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que la victoire est attribuée à l'inspiration de la divinité. Et donc là, le choix du vocabulaire n'est pas anodin du tout, puisque la formule est volontairement ambiguë. L'objectif est de concilier des convictions religieuses divergentes, et il s'agit d'une formule derrière laquelle païens et chrétiens peuvent mettre leur Dieu, au singulier ou au pluriel. Le fait que cette inscription soit gravée sur un arc situé en plein cœur de Rome suppose une autorisation impériale. D'accord ? Ça veut dire que quelqu'un dans l'administration impériale a obtenu l'accord de l'empereur ou l'accord des autorités pour graver cette inscription. C'est donc une reconnaissance publique, officielle, du changement de paradigme et d'une évolution au sein de la conception religieuse du pouvoir en place. Par ailleurs, Constantin va diffuser des signes de sa nouvelle adhésion qui, pour certains, vont être plus explicites que cette mention d'une divinité. C'est le cas, par exemple, de plusieurs éléments qui vont diffuser le fameux chrisme,
qui va être adopté par Constantin dans son iconographie officielle. Et je vous montre ici un médaillon très célèbre et très rare, parce qu'il existe très peu d'exemplaires de ce type de médaillon. Donc j'insiste, il ne s'agit pas d'une monnaie. D'accord ? C'est plus grand, hein, c'est comme ça à peu près. Donc c'est vraiment des médaillons, c'est des médailles commémoratives, hein, si vous voulez. Le fait qu'il y ait un petit bourrelet autour vous montre aussi que ça n'est pas une monnaie. Les monnaies ne se présentent pas comme ça. Donc c'est un médaillon commémoratif qui a été frappé par Constantin en 315 pour célébrer ses 10 ans de règne, qui en fait est un décompte un peu abusif, mais qui vise donc à célébrer cette prise du pouvoir. Constantin, donc, qui met en avant sa nouvelle puissance, va rappeler que cette puissance lui vient aussi du Christ et de sa victoire au pont Milvius. Vous notez donc qu'au droit, vous avez un buste de Constantin qui est représenté de 3/4, donc là aussi avec une représentation qui est très différente de celle qu'on voit sur les monnaies, hein, où les empereurs sont représentés de profil. Donc ici, l'empereur de 3/4, qui porte une cuirasse, qui porte un bouclier, et qui porte un casque, que vous voyez ici, dont le plumet prend la forme à un endroit d'un chrisme. Donc ici sur le zoom. Donc il faut imaginer le cimier de son casque, et l'une des plumes est un chrisme. C'est comme ça qu'il se fait représenter. Par ailleurs, il essaye de combiner diverses traditions. Si vous vous arrêtez sur le bouclier, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce qu'il a fait représenter sur son bouclier ? Et là, on est dans la représentation plus traditionnelle de Rome. Oui. Donc, sur le bouclier, représentation très traditionnelle de Rome, en effet, la louve avec Rémus et Romulus. Vous notez aussi la présence d'une épée qui est pointée vers le bas, d'accord ? Ce qui marque la fin des combats. Hein. Et vous notez qu'il tient aussi un cheval par la bride, qui traduit donc son rôle de chef militaire. Au revers, vous avez une représentation qui est très différente. Et vous avez ici une représentation de Constantin, debout, en habit militaire, représenté sur une sorte de plateforme, hein, qui salue de sa main droite l'ensemble de son armée qui est rassemblée autour de lui. Dans la main gauche, ici, il tient, vous voyez, une sorte de bâton sur laquelle se trouve une cuirasse, qui est ce qu'on appelle un trophée d'armes, qui est une représentation symbolique du butin et donc de la victoire militaire. D'ailleurs, il est accompagné par la déesse Victoire, qui est le personnage qui se tient debout derrière lui. Hein. C'est un personnage féminin, on voit qu'elle a les jambes couvertes, hein, donc c'est une robe. Donc ce personnage féminin, c'est la déesse Victoire, qui, si vous regardez bien, tient dans son dos une palme, qui est la représentation habituelle, là encore, de la victoire. Constantin est entouré de 9 militaires qui sont debout, tenant leurs chevaux par la bride, et qui sont armés, casqués, et qui portent des lances, pour certains. Et vous voyez donc l'ensemble de cette armée qui se réunit autour de Constantin. La légende est aussi très intéressante, puisque la légende qui est gravée autour de cette représentation, c'est Salus Rei Publicae, c'est-à-dire le salut de la République. Or, si vous avez en tête la dédicace de l'arc de Constantin, on indique que la victoire de Constantin a permis de venger la République du tyran
c'est-à-dire de Maxence l'usurpateur, hein, et de son armée tout entière. Donc Constantin aurait agi en défenseur de la République, en défenseur de la loi, hein, de l'ordre, en punissant celui qui mettait en péril la stabilité du pouvoir, donc Maxence. Et c'est ce que diffuse ce type de médaillon et cette iconographie officielle qui est mise en œuvre par Constantin et son entourage après la victoire du pont Milvius. Je vous montre aussi ce type de représentation sur cette fois-ci une monnaie qui fait apparaître donc un portrait de Constantin et ce qu'on appelle le labarum, qui est une représentation de l'étendard surmonté d'un chrisme, et donc qui est une représentation symbolique, comme vous le voyez, de l'étendard peint par Constantin et ses troupes lors de la victoire du pont Milvius. D'accord ? Puisque je rappelle que la victoire aurait été accordée par le fait qu'ils avaient peint ces chrismes sur leurs étendards. Donc, ce qu'on appelle le labarum, cet étendard surmonté du chrisme, va devenir l'un des signes de reconnaissance de l'iconographie officielle à partir de Constantin et diffuser dans le discours impérial ces modèles chrétiens. Donc on est en 312, au lendemain de la bataille du pont Milvius. À ce moment-là, puisque Maxence a été éliminé au pont Milvius, il reste dans le paysage, et dans le paysage des gens qui ont un pouvoir officiel, Constantin, Licinius et Maximin Daïa. Ça, c'est bon. Ok. Donc, on en est là, et en 313, Constantin et Licinius vont renouveler leur alliance à Milan, ce qui va donner lieu aussi à ce qu'on appelle l'édit de Milan, qui est une décision impériale qui va autoriser le christianisme dans l'Empire. Et on va s'arrêter plus longuement sur ce point. Par ailleurs, cette année 313 marque aussi la victoire de Licinius sur Maximin Daïa, et Licinius devient maître de l'Orient. Et donc en 313, il n'y a plus que deux personnages qui ont le pouvoir, qui sont Constantin en Occident et Licinius en Orient. Et donc là, on ne parle plus de tétrarchie, mais on parle parfois de diarchie. Donc tétra, c'est quand vous êtes 4, et di, c'est quand vous êtes 2. Donc, en 313, apparition d'une diarchie, qui est une sorte finalement de partage effectif de l'Empire, même si ce n'est pas conçu comme ça, ils ont un pouvoir égal, mais l'Empire est aux mains de deux personnages, qui sont Licinius et Constantin. Cette diarchie prévoit un gouvernement égal entre les deux parties de l'Empire. C'est-à-dire que si l'un des deux Augustes prend une mesure, elle doit être appliquée aussi dans l'autre moitié. D'accord ? Ça vaut à l'échelle de tout l'Empire. C'est dans ce sens qu'il n'y a pas de division de l'Empire. Ce ne sont pas deux territoires séparés, c'est un seul empire qui est dirigé par deux personnes, mais les décisions prises par l'un s'appliquent aussi chez l'autre. C'est dans ce contexte de division dans les faits du pouvoir que, en Orient, Licinius va présenter une réponse
à une demande qui lui est formulée par un gouverneur de province, a priori le gouverneur de Bithynie, qui lui écrit, et ça donne lieu à une réponse impériale, c'est-à-dire un rescrit, qui a valeur de loi. Donc, ce document, qu'on appelle généralement édit de Milan, ou rescrit de Licinius, ou rescrit de Licinius et Constantin, est en réalité un rescrit du seul Licinius, d'accord, qui est une réponse à une lettre adressée par le gouverneur de Bithynie, mais qui, puisque ce qui se passe chez l'un vaut aussi pour l'autre, est donc présenté comme un rescrit de Licinius et de Constantin, et qui est parfois appelé édit de Milan, puisque les deux se sont associés à Milan. Ça va, c'est clair pour tout le monde ? Ok. Lors de l'association de 313 à Milan, les deux hommes vont aussi conclure des liens familiaux, puisque Licinius va épouser la sœur de Constantin, Constantia, et ils vont donc désormais bénéficier d'une alliance matrimoniale. Donc, contrairement à ce que la tradition laisse croire en appelant ce document l'édit de Milan, ça n'est ni un édit, ni quelque chose fait à Milan. Hein. Voilà. Donc, ce nom d'édit de Milan, il est apparu dans l'historiographie au cours du XVIIIe siècle, parce qu'il est présenté comme un édit de tolérance, et donc une sorte de pendant antique de l'édit de Nantes, qui autorise le protestantisme. Donc il y a une sorte de recréation historiographique de ce document, connu généralement sous le nom d'édit de Milan, alors qu'il n'a pas été produit à Milan et qu'il ne s'agit pas non plus d'un édit. Comme je vous le disais, il s'agit en fait d'un rescrit, d'une lettre envoyée par Licinius au gouverneur de Bithynie, qui expose ses décisions en matière de politique religieuse, décisions qu'il a prises avec Constantin lors de leur réunion à Milan. L'objet de ce rescrit, c'est le rétablissement de l'Église, et non pas, en réalité, l'instauration d'une tolérance religieuse. L'objectif pour les empereurs n'est pas de dire que désormais chacun peut pratiquer sa religion. L'objectif est de restaurer le fonctionnement de l'Église et notamment de revenir sur les spoliations de biens qui avaient eu lieu pendant les grandes persécutions. Il est aussi intéressant de noter que ce texte, qui marque, on va le voir quand même, un événement important dans l'implantation du christianisme dans l'Empire, est toujours attribué à Constantin, alors qu'en réalité, c'est plutôt le fait de Licinius. Mais Licinius, qui progressivement va s'opposer de manière de plus en plus violente à Constantin jusqu'à être éliminé par Constantin, et qui était lui-même plutôt païen, alors certes un païen modéré, mais un païen tout de même, a été complètement éliminé de l'historiographie chrétienne, hein, vous imaginez bien, qui a attribué la paternité de cette décision au seul Constantin, alors même que le fonctionnement de leur diarchie fait qu'il s'agit d'une décision prise à égalité par les deux hommes. Alors, le texte est perdu, mais il est conservé indirectement, comme vous le voyez, par Lactance, qui le cite dans sa mort des persécuteurs, si bien qu'on en a une vision quand même assez claire. Donc on lit. Moi, Constantin Auguste, ainsi que moi, Licinius Auguste, réunis heureusement à Milan pour discuter de tous les problèmes relatifs à la sécurité et au bien public, nous avons cru devoir régler en tout premier lieu, entre autres dispositions de nature à assurer selon nous le bien de la majorité, celles sur lesquelles repose le respect de la divinité, c'est-à-dire donner aux chrétiens comme à tous la liberté et la possibilité de suivre la religion de leur choix, afin que tout ce qu'il y a de divin au céleste séjour puisse être bienveillant et propice à nous-mêmes et à tous ceux qui se trouvent sous notre autorité. C'est pourquoi nous avons cru, dans un dessein salutaire et très droit,
devoir prendre la décision de ne refuser cette possibilité à quiconque, qu'il ait attaché son âme à la religion des chrétiens ou à celle qu'il croit lui convenir le mieux, afin que la divinité suprême, à qui nous rendons un hommage spontané, puisse nous témoigner en toute chose sa faveur et sa bienveillance coutumière. Il convient donc que ton Excellence, donc le gouverneur auquel il s'adresse, il convient donc que ton Excellence sache que nous avons décidé, supprimant complètement les restrictions contenues dans les écrits envoyés antérieurement à tes bureaux concernant le nom des chrétiens, d'abolir les stipulations qui nous paraissaient tout à fait malencontreuses et étrangères à notre mansuétude, et de permettre dorénavant à tous ceux qui ont la détermination d'observer la religion des chrétiens, de le faire librement et complètement, sans être inquiétés ni molestés. Ton dévouement se rendant exactement compte que nous leur accordons ce droit, c'est que la même possibilité d'observer leur religion et leur culte est concédée aux autres citoyens, ouvertement et librement, ainsi qu'il convient à notre époque de paix, afin que chacun ait la libre faculté de pratiquer le culte de son choix. Ce qui a dicté notre action, c'est la volonté de ne point paraître avoir apporté la moindre restriction à aucun culte ni à aucune religion. De plus, en ce qui concerne la communauté des chrétiens, voici ce que nous avons cru devoir décider. Les locaux où les chrétiens avaient auparavant l'habitude de se réunir, et au sujet desquels les lettres précédemment adressées à tes bureaux contenaient aussi des instructions particulières, doivent leur être rendus, sans paiement et sans aucune exigence d'indemnisation, tout dû prix et tout équivoque étant hors de question, par ceux qui sont réputés les avoir achetés antérieurement, soit à notre trésor, soit par n'importe quel autre intermédiaire. Donc, ici, il s'agit d'un texte qui est très clair. Les deux empereurs, Licinius et Constantin, se sont accordés sur la nécessité de supprimer les dispositions légales qui avaient été prises à l'encontre des chrétiens. Et l'objectif est de laisser tous les citoyens romains, y compris les chrétiens, libres de pratiquer la religion de leur choix. L'idée est que toutes ces religions qui existent dans l'Empire s'adressent en fait à une divinité suprême, summa divinitas, qui est une idée propre à la fois, bien sûr, aux chrétiens, et à une tendance qui émerge à ce moment-là dans le polythéisme, qui est une sorte de, avec des gros guillemets, de monothéisme païen. C'est-à-dire que sous l'influence de traditions néoplatoniciennes, donc de traditions philosophiques, les païens eux-mêmes vont commencer à concevoir la divinité d'une nouvelle manière, et notamment à concevoir l'idée que tous leurs dieux seraient des avatars d'une même puissance divine. Ce qui explique aussi le succès de grandes figures comme Sol Invictus, d'accord ? Donc l'apparition de figures supérieures qui seraient à même de capter les différents dieux. Donc, ici, on a un objectif clair qui est un objectif de consensus et de stabilité de l'Empire. L'idée étant de reconnaître l'existence d'une divinité suprême derrière laquelle chaque citoyen est libre de ranger ce qu'il veut. C'est ça l'idée. L'objectif du rescrit est aussi de traiter la question des biens confisqués aux églises, qui est une question qui avait été laissée en suspens par l'édit de Galère en 311. Vous vous rappelez peut-être qu'en 311, Galère avait pris un édit, là aussi dit de tolérance, où il indique qu'on peut laisser les chrétiens pratiquer leur religion dans une perspective de stabilité et d'ordre public. D'accord ? L'objectif n'est pas d'autoriser les chrétiens à pratiquer leur religion par bonté d'âme, mais simplement à entériner un état de fait qui est qu'ils existent dans l'Empire et qu'il vaut mieux les accepter plutôt que de les pourchasser. Or, cet édit de Galère n'avait rien dit de la question des biens de l'Église. Et on est donc 2 ans plus tard, en 313, à un moment où cette question devient vraiment cruciale, et où les chrétiens se voient finalement restituer leur lieu de culte. Toutefois,
vous noterez que la fin du rescrit indique que les empereurs ont pris soin de préciser que ceux qui avaient bénéficié des confiscations ne seraient pas contraints à des compensations financières. Donc là, c'est une manière de ne pas froisser les païens. L'idée, c'est ce qui est indiqué ici. Donc les lieux doivent leur être rendus sans paiement et sans aucune exigence d'indemnisation, toute duperie et tout équivoque étant hors de question, par ceux qui sont réputés les avoir achetés antérieurement, soit notre trésor, soit par n'importe quel autre intermédiaire. Donc les païens qui auraient acheté des biens saisis aux chrétiens doivent les rendre, mais, ou éventuellement trouver un arrangement, mais ne doivent pas verser de compensation financière. Encore une fois, ce qui prime, c'est une volonté de maintenir une sorte de paix sociale au sein de l'Empire. Donc en 313, on est à un moment donc, du début de cette alliance, de cet équilibre diarchique entre Licinius et Constantin, mais rapidement, les choses vont se détraquer entre les deux hommes et des tensions vont apparaître, si bien que cette phase de diarchie, elle perdure quand même jusqu'en 324, qui marque la victoire définitive de Constantin. Mais toute la période entre 316 et 324 est entrecoupée de tensions répétées entre les deux hommes. Ces tensions, elles tiennent au fait qu'ils s'occupent de territoires très différents, donc n'ont pas forcément font pas forcément face aux mêmes problématiques. Il y a aussi bien sûr une différence religieuse entre eux, que j'ai déjà signalée. Constantin est de toute évidence déjà acquis au christianisme et Licinius est un païen. Et plusieurs affrontements éclatent entre les deux hommes. Donc d'abord en 316, donc très vite, une guerre qui a pour objet les provinces balkaniques et danubiennes, qui aboutit à des accords passés en 317, puis une reprise des hostilités en 320, avant la victoire définitive de Constantin, lors de la bataille de Chrysopolis. Donc on est ici, en Turquie. Et donc, lors de cette bataille de Chrysopolis, Constantin l'emporte définitivement et devient le seul maître de l'Empire. Donc vous voyez que c'est une marche qui est en fait très longue vers le pouvoir, et que Constantin a mis, en fait, à peu près 20 ans à devenir le seul maître de l'Empire. Entre le moment où il est associé progressivement au pouvoir par son père et le moment où il est enfin l'unique maître de l'Empire, il s'écoule 20 ans. Devenu donc le seul maître de l'Empire en 324, Constantin va signifier de manière de plus en plus éclatante sa faveur à l'égard des chrétiens et prendre de nombreuses mesures qui traduisent ce nouveau changement d'orientation religieuse de l'Empire. Là, il ne s'agit pas de retenir tout ça, c'est simplement pour vous donner une idée des très nombreuses mesures qui sont prises par Constantin dès 313, donc d'abord sous la diarchie et ensuite sous donc son gouvernement unique. Mais ici, je vous ai mis quelques exemples du moment de la diarchie, donc avant même que Constantin soit l'unique maître de l'Empire, il a déjà, en collaboration avec Licinius, pris de nombreuses mesures favorables aux chrétiens.
Je vous montre donc quelques exemples. La construction dès 313 de grandes basiliques financées par le pouvoir impérial, donc d'édifices de culte financés sur des deniers personnels de l'empereur. Différentes autorisations, immunités, faveurs accordées aux membres du clergé. L'interdiction de condamnation violente et de la torture, en fait, une interdiction progressive des tortures et des traitements, disons, inhumains des personnes. En 321, l'instauration d'un repos dominical, d'un jour de repos consacré au culte. La capacité pour l'Église, en 321, de recueillir des legs et des dons. Et donc là, on s'achemine vers un financement de l'Église par la communauté. Vous vous rappelez que jusque-là, le financement et l'organisation des lieux de culte reposaient simplement sur les bonnes volontés des membres de la communauté. Si vous vouliez avoir une église, il n'y avait pas d'entité église qui pouvait posséder des biens. Ce sont des gens qui servaient de prête-nom et qui avaient la propriété des bâtiments et des biens. Désormais, l'église est une entité reconnue qui peut posséder des biens, qui peut recevoir des dons et qui peut recevoir des legs, des héritages. Est-ce que vous pouvez arrêter de discuter, s'il vous plaît ? Merci. Par ailleurs, et c'est ce que j'ai mis à l'écran, vous voyez que tout en étant donc un empereur acquis au christianisme qui met en place de plus en plus de mesures favorables aux chrétiens, Constantin est toujours un empereur romain ancré dans la religion romaine traditionnelle. Et c'est là tout le paradoxe de ce personnage. Vraiment un moment de bascule, mais de tension entre deux pôles. Donc, en tant qu'empereur, il est toujours grand pontife, c'est-à-dire chef de la religion traditionnelle, et à ce titre, théoriquement, tenu de célébrer les grands sacrifices et les grandes fêtes païennes. Ce qui, évidemment, représente un paradoxe pour un empereur devenu chrétien. On notera tout de même qu'il va publiquement s'écarter de cette religion traditionnelle païenne, notamment en 313, il aurait dû organiser les jeux séculaires, ceux qui sont organisés tous les 100 ans, à chaque siècle. Vous vous rappelez peut-être qu'on avait travaillé sur les jeux séculaires de Septime Sévère, organisés donc par Septime Sévère, on en avait parlé en TD. Constantin aurait dû aussi, en 313, organiser des jeux séculaires qu'il a refusé ou oublié d'organiser, et donc sur lesquels il a jeté un voile pudique. De la même manière, en 315, lorsqu'il va célébrer son triomphe et organiser les Decennalias, c'est-à-dire la fête de ses 10 ans de règne, ce qui suppose normalement une cérémonie au Capitole, puisque vous vous rappelez qu'un triomphe, on en avait parlé aussi en TD, le triomphe, qui est donc ce défilé accordé par le Sénat au grand général vainqueur, se termine par un sacrifice qui est fait devant le Capitole et adressé à Jupiter. Constantin va, d'une certaine manière, réformer la cérémonie du triomphe, puisqu'il va célébrer un triomphe sans le clore par le sacrifice normal au Capitole. Qu'il va refuser de monter au Capitole. Par ailleurs, en 319, il va commencer à interdire certaines pratiques païennes, notamment il va interdire l'aruspicine privée. Donc, je rappelle que l'aruspicine, c'est quand on consulte les entrailles des animaux pour connaître l'assentiment ou non des dieux. Donc, l'aruspicine publique, qui sert à savoir si les grandes décisions de l'État sont acceptables ou non, est toujours autorisée, mais désormais, un individu privé ne peut pas faire célébrer un sacrifice pour observer les entrailles d'un animal, pour savoir si les dieux sont favorables à ses affaires, à ses déplacements, tout ce que vous voulez. Ces pratiques sont rangées du côté de la superstitio, c'est-à-dire
de ce que nous on traduirait par superstition, mais c'est-à-dire un détournement des bonnes pratiques religieuses. On va s'arrêter là pour l'instant et on reprendra ça tout à l'heure. S'il vous plaît, juste pour ceux que je vois en TD, là, on reprend à 35. On fait 5 minutes de battement là, avant de se remettre sur le TD.